moi je suis avant tout climatologue et ce à quoi je me suis intéressé, c'est l'évolution effectivement du climat. Alors, dans le passé, bien sûr, c'est mon domaine d'expertise, mais aussi dans le futur, en réponse aux activités humaines. Je me suis aussi intéressé dans ce contexte au climat de la France. Donc, j'ai été au début des années 2010 en charge d'une série de rapports sur le climat de la France au XXIe siècle. Et il y a eu récemment un rapport d'IAS, disons dans le même esprit, disons avec Jean-Michel Soubérou, et qui nous parle du climat de la France au XXIe siècle et qui s'appuie quand même largement sur les scénarios du GIEC. On va regarder une région comme la Bretagne. D'abord, au niveau des précipitations, c'est ce qui est assez important. Au niveau des précipitations, en Bretagne, on prévoit plutôt un peu plus de précipitations moyennes l'hiver. Alors, ça dépend des scénarios de réchauffement, mais après, on peut regarder les chiffres. Il y a des tableaux qui sont intéressants dans ce document, dans ce rapport de Jean-Michel Soubérou, et un peu moins l'été. Grosso modo, dans la partie nord de la France, on est plutôt parti vers disons, en moyenne annuelle, il n'y aura pas, on ne s'attend pas à beaucoup de variations dans la quantité de précipitations. Alors, ça n'a pas été le cas cet hiver, hein, c'est ça qui est important. On peut penser que par rapport à ces projections, l'hiver 2022-2023 a été un peu exceptionnel par la durée, par exemple, de la sécheresse, enfin, l'absence de précipitations cet hiver. Donc ça, c'est ce que nous dit le rapport. Euh, donc on pourrait se dire, bon, tout va bien. Eh bien, ce n'est pas le cas. Il y a deux points qui sont intéressants. Enfin, un qui est souligné dans le rapport, c'est ce qu'on appelle les sécheresses météorologiques. Plutôt, là, on parle des événements extrêmes, c'est-à-dire la durée pendant laquelle il n'y a pas de précipitation. Et le rapport est très clair, cette durée risque d'augmenter et l'ouest de la France serait affecté. C'est écrit, c'est une des régions qui effectivement serait affectée par finalement des périodes sans précipitation plus longues. On comprend bien derrière le risque quand même de sécheresse. Et je crois que le point le plus important est euh, que même dans ces régions comme la nôtre, je dirais, où les précipitations a priori ne devraient pas beaucoup se modifier en quantité à l'échelle annuelle, l'augmentation de la température entraîne une diminution de l'eau disponible finalement, et ça se traduit bien par les simulations qui sont faites du débit des fleuves et des rivières. Donc on voit bien dans ces simulations des projets comme Explore que eh bien, même dans le nord de la France, on peut parler du bassin Seine-Normandie ou de rivières bretonnes, eh bien on peut avoir, je le redis, même en cas de maintien de la quantité annuelle de précipitations, un débit des fleuves et des rivières qui pourrait diminuer de 10, 20, 30%. Alors après, ça dépend bien sûr, mais c'est ça l'idée, que eh bien il ne faut pas oublier, quand on parle du cycle de l'eau, l'évaporation qui va s'accroître. Donc c'est bien sûr la loi de Clausius-Clapeyron, c'est pratiquement 5, 6, 7%, enfin normalement 7% par degré d'évaporation. Alors il y a à la fois l'évapotranspiration puis la végétation, hein, c'est un peu plus compliqué, mais et l'évaporation assez directe, par exemple une pièce d'eau, hein, disons voilà. Donc, mais c'est tout cela qui fait que bien dans une région comme la Bretagne, il faut évidemment porter de l'attention à la disponibilité en eau. Oui, ça c'est aussi c'est une observation quand on regarde. Enfin, c'est pas une surprise. D'abord, quand on regarde à l'échelle planétaire, disons les continents se réchauffent grosso modo 2 fois plus rapidement que l'océan, hein, en moyenne. Donc, parce que l'océan a simplement du mal à suivre et il y a une inertie très importante. Et pour ce qui concerne les continents, eh bien disons, ce réchauffement, cette amplification disons, sur les continents par rapport à l'océan est bien marqué en Europe de l'Ouest. Dans des régions comme la Bretagne, enfin en France, c'est à peu près, en moyenne annuelle planétaire, on est à un peu plus de 1 degré, et en France, on est plutôt à un peu moins de 2 degrés. Dans un cas 1,1, dans l'autre cas 1,7. Et quand on regarde, hein, je me suis bien sûr intéressé, quand on regarde je dirais des stations comme Rennes Saint-Jacques, quand on regarde les hivers, par exemple, eh bien, les hivers
d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les hivers de ma jeunesse. Hein. Des hivers comme 62-63, c'est disons, des différences très importantes. Ce que je veux dire par là, c'est que le réchauffement est marqué aussi bien en hiver qu'en été. À chaque fois qu'on a des perturbations qui nous viennent de l'océan, hein, partant relativement doux, les hivers relativement doux, eh bien, il y a, disons, les masses d'air contiennent plus de vapeur d'eau, il y a plus de précipitations. Alors, on voit bien, alors, évidemment, s'il y a une situation de blocage comme l'hiver dernier, il n'y a pas de perturbation qui arrive de l'Atlantique, et même dans une région comme la Bretagne, il y a moins de précipitations. Mais en moyenne, et c'est bien pour cela que le rapport qui tient compte effectivement de l'évolution aussi de la circulation atmosphérique, que le rapport Soubeyroux, le rapport Drias, nous dit que en moyenne, en règle générale, on doit s'attendre l'hiver à plutôt plus de précipitations en Bretagne. C'est bien la raison, c'est disons la succession de ces perturbations qui nous viennent de l'océan, qui sont, disons, comme les hivers sont moins rigoureux, eh bien voilà. Sauf évidemment dans le cas de l'hiver dernier, où on a une situation de blocage, c'est-à-dire du vent, plutôt des vents du nord ou du nord-est ou de l'est pendant au moins, disons, pratiquement plus d'un mois de façon consécutive. Voilà. Donc, et effectivement, cette circulation atmosphérique se déplace, disons, un peu vers le nord, mais dans les simulations sur lesquelles s'appuie le rapport Drias, c'est tenu en compte, puisque c'est effectivement l'évolution du climat en fonction de différents scénarios. Il y a 3 scénarios qui ont été utilisés par Météo France, un scénario émetteur, un scénario moyen, un scénario sobre, et disons le changement de circulation atmosphérique est bien pris en compte dans ces simulations. Même avec un supplément de précipitation, on va quand même, à cause de l'évaporation, vers une diminution de l'eau disponible. C'est quand même le message que j'essaye de redire. Voilà, c'est du point de vue donc la météorologie, c'est le message qu'on essaye de donner. Après, évidemment, si on veut aller plus loin, c'est-à-dire le devenir de cette eau, ce sont quand même plus des hydrologues, et il y en a d'ailleurs à l'Ozur qui peuvent répondre à vos questions. Je peux aussi le faire, mais je pense que ce sont effectivement les personnes qui sont les mieux à même de le faire. C'est pas mon avis, c'est l'avis, c'est très clairement la seule façon de limiter le réchauffement climatique, c'est effectivement d'atteindre, disons, de stabiliser l'effet de serre, donc d'atteindre une neutralité carbone. Et plus on est ambitieux dans le niveau de stabilisation, plus il faut que cette neutralité carbone soit atteinte rapidement. D'ailleurs, c'est bien traduit dans l'accord de Paris, puisque dans sa version initiale, en gros, on mettait l'accent sur une limitation du réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré. Et dans l'accord de Paris, on mettait plus l'accent sur les 2 degrés, et ça se traduit dans l'accord de Paris par un objectif de neutralité carbone dans la deuxième partie du XXIe siècle. Et puis depuis Glasgow, depuis la COP il y a maintenant 2 ans, en 2021, eh bien, les pays les plus vulnérables ont effectivement mis en avant la nécessité qu'a vu de leur côté de plutôt limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Il y a eu un rapport sur ce que serait notre climat disons, c'est une réussission à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré ou à y revenir, parce qu'on c'est clair qu'on va dépasser ce niveau, eh bien, euh, la conclusion est claire. Ce sera plus facile pour les jeunes d'aujourd'hui de s'adapter à un réchauffement climatique, je dirais en tout cas à l'échelle planétaire, si celui-ci était limité à 1,5 degré plutôt qu'à 2 degrés. 1/10 de degré, ça comptait. Je pense que c'est un objectif, alors c'est peut-être un peu idéal, mais de façon intéressante, c'est un objectif qui requiert une neutralité carbone à horizon 2050. Cette neutralité carbone à horizon 2050 est inscrite, alors, d'une façon ou d'une autre, hein, dans les objectifs d'au moins une centaine de pays. Dans notre cas, dans le cas de la France, c'est inscrit dans la loi. Euh, donc on peut dire, du point de vue du climatologue, que c'est assez encourageant. Même l'Arabie Saoudite, c'est 2070, la Chine 2060. Donc le problème, c'est qu'il y a un fossé entre les objectifs affichés
et la réalité. C'est là le problème. Ce n'est pas d'une certaine façon, les décideurs politiques reconnaissent la validité des rapports du GIEC, s'appuient sur ces rapports pour finalement rédiger des textes, je dirais, hein, donc chez nous y compris une loi, mais il y a un fossé. Le fossé, quand on le regarde au niveau planétaire, eh bien, on a à horizon 2030 deux fois trop d'émissions par rapport à ce qu'il faudrait pour avoir des chances de rester sur une trajectoire 1,5 dans la deuxième partie de ce siècle, où, je le redis, y revenir autour. En fait, on part clairement vers des réchauffements de 3 degrés, on y va, disons, tête baissée. Voilà, mais c'est vrai aussi à l'échelle française. Il faudrait aller au moins deux fois plus vite dans la réduction des émissions que nous n'allons. Il faudrait pratiquement diminuer de 5% par an d'ici 2030 si nous voulons respecter l'objectif, qui est un objectif européen que la France disons, adopter. Alors, au niveau de l'Europe, c'est plus moins 55%. Au niveau de la France, c'est division par deux par rapport à 90. Il y a déjà un bout de chemin qui a été fait, mais il faudrait diminuer presque 5% des émissions d'ici 2030, et on voit bien que c'est loin d'être gagné. Hein, c'est ça le problème, et continuer par la suite, hein, donc à ce rythme-là. Donc, voilà, nous sommes dans cette situation, on sait très bien ce qu'il faut faire pour limiter le réchauffement climatique. Il faut aussi, bien sûr, penser à l'adaptation, puisque ce 1,5 degré, on le dépassera dans la prochaine décennie. C'est assez clair. Enfin, disons, d'ici 2040, il y a toutes les chances qu'on le dépasse. Alors, ça dépendra des régions, des saisons. Je parle bien à l'échelle planétaire, puisque c'est déjà le cas, par exemple, en France et en Bretagne. Hein, donc, mais à l'échelle planétaire, elle sera dépassée, peut-être même 2 degrés sera atteint. Bon, si on atteignait vraiment neutralité carbone en 2050, ce qui tient un peu du rêve, je ne le cache pas, nous pourrions y revenir disons, à long terme, en pompant du CO2 de l'atmosphère. Donc on voit bien le défi qui est devant nous pour finalement respecter les engagements de l'accord de Paris. Donc c'est un véritable défi, mais disons, ne pas être à la hauteur de ce défi veut dire que, eh bien, on accepte d'une façon que le réchauffement, si on n'atteint pas la neutralité carbone, c'est aussi accepter que le réchauffement se poursuive indéfiniment, et c'est extrêmement dur vis-à-vis des jeunes d'aujourd'hui, c'est très clair. Donc c'est ça l'alternative. Il faut bien comprendre que ne pas atteindre la neutralité carbone, ne pas se mettre dans la position d'atteindre la neutralité carbone, eh bien, c'est vraiment oui, c'est comme une épée de Damoclès sur les jeunes d'aujourd'hui. Déjà, même à 3 degrés, ce serait très difficile. Donc, on voit bien, il faut vraiment, bon, chaque dixième de degré compte, hein. Je ne le dis pas aussi bien que Valérie Masson-Delmotte, mais c'est très clair. Il faut faire le maximum. Il ne faut pas rêver par rapport à 1,5 degré, mais disons, moins on s'en éloignera, mieux ce sera pour chacun d'entre nous et bien sûr à l'échelle de la planète, dans beaucoup de régions extrêmement vulnérables. Disons, quand on parle du modèle agricole, il n'y a pour le moment en Bretagne encore pas beaucoup d'irrigation. Donc l'utilisation de l'eau n'est peut-être pas, c'est plus la qualité de l'eau que la quantité de l'eau en Bretagne. Je ne veux pas rentrer dans, enfin, ce débat est très clair. La caractéristique de Bretagne voilà, c'est quand même qu'il y a plutôt des eaux superficielles, il n'y a pas de nappe profonde. Donc on voit bien que oui, je le redis, c'est plus un neurologue de le dire mieux que moi, mais que on devra collectivement porter de l'attention à la disponibilité. On n'est pas à la rue en Bretagne, voilà, mais il faut vraiment faire attention, et ce sera de plus en plus le cas, à notre utilisation de l'eau. Enfin, bien sûr, reconnaître par exemple une personnalité juridique à une rivière, ça se fait aussi dans certains pays. En Nouvelle-Zélande, par exemple, ça c'est un pas qu'on n'est pas obligé de franchir, mais je crois quand même qu'en France, on est plutôt, disons, avec les agences de bassin, on a plutôt un système qui, théoriquement, si tout le monde y mettait du sien, est plutôt assez bien, disons, dont la qualité est reconnue à l'échelle internationale. Je veux dire, il ne faut pas non plus, disons, les agences de bassin ont un rôle. Ensuite, je pense qu'au sein des agences de bassin, la concertation est la règle, et il faut tout simplement que tout le monde joue le jeu, quoi. Donc, voilà, c'est tout le problème. C'est un bien commun, et comment fait-on, bien sûr, pour que
voilà, entre les différentes utilisations que vous connaissez, je dirais agriculture, tourisme, alimentation, énergie. Dans certains cas, bien sûr, il faut voilà, regarder les besoins des autres aussi, pas simplement les siens, je dirais.